Big Pharma, l'institution à scandale. Des médicaments mortels, de la négligence et des mensonges tout faits. Découvrez une nouvelle série de scandales de l'institution pharmaceutique. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. 4. Le scandale de la Dépakine. La Dépakine est un médicament censé sauver des millions de vies. C'est sa vocation première en 1967, lorsque le laboratoire français Sanofi le crée et le met sur le marché. C'est un traitement qui s'adresse aux épileptiques. Il permet d'atténuer les crises et d'en réduire les fréquences. Pour ce rôle, la Dépakine se révèle efficace. Mais la facture à payer est épicée. Un bon nombre de mères remarquent des indices alarmants à la fin des années 90. On remarque une recrudescence du retard mental, de la difficulté de langage, de l'autisme et même de malformations congénitales. Ces phénomènes se présentent surtout chez les enfants issus de patients épileptiques. Les médecins accusent alors la maladie d'avoir des effets sur le fœtus, bien que ce soit nouveau. Ce n'est qu'en 2004 que les recherches approfondies sur les liens probables des troubles neurologiques et la Dépakine commencent. Il s'avère que la Dépakine contient du valproate de sodium, qui est néfaste pour le fœtus. Le laboratoire est alors contraint de modifier la notice en 2005, puis en 2006 pour prévenir les médecins et les patients. Mais la situation n'est pas vraiment prise au sérieux. Malgré les contre-indications face à la grossesse, un bon nombre de médecins continuent à prescrire la Dépakine aux patients. Les statistiques montrent que plus de 14 000 femmes ont été exposées aux Dépakine durant leur grossesse. Une association des victimes se forme pour attaquer le laboratoire Sanofi en justice. Résultat des faits, l'entreprise française doit indemniser les victimes d'une valeur de 5 milliards d'euros. Une sentence que Sanofi conteste. Accusés d'avoir failli à l'obligation de vigilance et l'obligation d'information, ils affirment avoir respecté les réglementations, mais accusent les praticiens de manquer de vigilance et de responsabilité. 3. Le médicament qui déforme les bébés. Vous avez déjà vu des personnes sans membres? C'est à se dire que la vie est injuste envers certains. À qui la faute? À la loterie de la génétique? Ou peut-on accuser une institution plus proche de nous? Ce serait génial de pouvoir mettre la main sur un responsable pour arrêter de se dire que nos malheurs ne sont dus qu'au hasard. Dans cette histoire, on peut punir une entreprise pour les malheurs d'une vingtaine de milliers de parents. Vous attendez un enfant? Les joies de la maternité ne sont pas toujours agréables. Parfois, vous donnerez n'importe quoi pour que les malaises cessent. Mais cette affaire va vous faire réfléchir à deux fois. Il existe bel et bien des médicaments contre les nausées, mais les conséquences peuvent se révéler catastrophiques. C'est le cas de la thalidomide. La thalidomide est un antinauséeux, produit et commercialisé par la chemie Grünenthal. C'est un médicament courant, très popularisé auprès des médecins généralistes et des obstétriciens. C'est aussi le remède miracle pour les futures mamans qui souffrent de nausées violentes. 2 à 3 cachets par jour et le malaise s'estompe. C'est rapide et efficace, la mère n'a pas à prolonger le traitement. Toutefois, la mauvaise surprise arrive bien trop tard lors de l'accouchement. En 1961, les malformations de naissance s'accumulent dans toute l'Europe. Le lien n'est pas évident, mais un médecin soupçonne la thalidomide d'en être le responsable. Il mène sa petite enquête, contacte des mères qui ont donné naissance à un bébé sans membre. Le résultat est unanime, la majorité des bébés mal formés ont été contaminés in utero. Toutes les victimes s'allient pour former une association et déposent une plainte collective contre la chemie Grünenthal. Un procès a bien lieu dont le résultat est un retrait du médicament sur le marché. Mais le mal est fait et les victimes ne recevront pas vraiment d'indemnisation. Cela a empiré la fragilité de la confiance de la population face aux sociétés pharmaceutiques. Pour en rajouter au traumatisme, la thalidomide revient sur le marché en 2020. Cette fois, il sert de traitement contre le cancer. Aucun effet secondaire majeur n'est à déplorer pour l'instant. Mais tout le monde reste sur ses gardes, surtout les descendants des victimes. 2. Le traitement toxique donné à 5 millions de diabétiques. Le diabète est une maladie terrible qui fait des ravages en France. Mais qu'en est-il lorsque c'est le présumé remède qui va causer plus de morts? Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec notre prochain médicament. Le Mediator était sur le marché pendant 33 ans, tuant discrètement des milliers de patients. Il a fallu plusieurs sonnettes d'alarme pour que la France décide enfin d'ordonner son retrait du marché. Le Mediator voit le jour en 1976 dans les murs du laboratoire Servier. Il a pour vocation de traiter les patients atteints de diabète de type 2. Et pour cause, le Mediator contenait un composant hypoglycémiant. Il favorise la synthèse du glucose et fait ainsi baisser le taux de glucides dans le sang. Elle réduisait donc les risques d'obésité que cette pathologie pourrait causer. Au fil des années, les propriétés anorexigènes du Mediator ont attiré l'attention de plusieurs médecins. Son utilisation est vite détournée. Bientôt, les prescriptions de Mediator ne se limitent plus aux diabétiques.
Les patients qui souhaitent perdre du poids reçoivent eux aussi un traitement au Mediator. Et cela fonctionne, car le médicament est un coupe-faim. En effet, le médicament générique du Mediator est le Benfluorex, qui élimine les lipides comme le cholestérol et le triglycéride. Toutefois, ce médicament générique n'a pas fait long feu sur le marché. Il est retiré en 2009 pour des risques de valvulopathie, des lésions cardiaques. Mais le Mediator persiste et les prescriptions continuent. Pourtant, les autres pays européens n'attendent pas longtemps pour perdre confiance à ce médicament. L'Italie interdit sa mise en vente en 1999, quand l'Espagne le rejoint en 2003. Ce n'est qu'en 2007 que la France commence à réagir. En 2007, une pneumologue du CHU de Brest, Irène Frachot, signale des cas de valvulopathie récurrents chez les patients traités au Mediator. Elle alerte l'agence des médicaments. Les autorités décident enfin de retirer le Mediator sur le marché en 2009, sans aucune demande particulière au laboratoire. La presse s'empare de l'information et le transforme en un scandale médical. Les victimes exigent une traduction en justice. En 2021, le procès contre le laboratoire Servier a lieu au tribunal de Paris. L'Institut reçoit une sanction de 2,7 millions d'euros pour dommages et intérêts. 1. Le médicament qui paralyse les patients. À la première place, nous retrouvons le Stalinon. Remarquez, ce nom de médicament ne dit rien qui vaille. Pourtant, un bon nombre de patients y ont fait confiance. Des centaines de malades l'ont ingéré. Malheureusement, le sens de l'histoire n'est pas en faveur du Big Pharma encore. Et vous serez étonné de découvrir que le responsable de toute cette histoire n'est même pas médecin. Tout commence par un conseiller municipal qui revient de Madagascar. En 1952, il contracte la furonculose et tombe malade arrivé au pays. C'est une infection bactérienne causée par un follicule pileux. Pour le moment, il n'y a pas de véritable remède prévu, étant donné que la maladie est étrangère. Mais un bon collègue lui conseillerait un remède qui va le guérir. Lors d'une réunion politique, le médecin et député de l'Indre Léon Bombien lui conseille de prendre de l'étain. Cette substance est déjà très connue à l'époque pour ses vertus antistaphyloniques. Georges Feuillet décide de suivre le conseil, mais cela lui donne une idée. Pourquoi ne pas combiner avec la vitamine F un excellent régénérateur de peau? À la tête d'une pharmacie à Saint-Mandé, il se fait aider de ses collaborateurs pour l'invention de ce nouveau remède. Il guérit vite de la furonculose et décide de partager cette découverte auprès de ses compatriotes. Il ne manque pas de suivre les démarches pharmaceutiques et médicales. En 1953, il demande au laboratoire national de réaliser des tests de toxicologie. Puis il confie les tests cliniques au professeur Mouguet. Les résultats sont concluants. Donc le Stalinon reçoit le visa réglementé. Le médicament ne tarde pas à avoir un succès auprès des praticiens de France. On compte environ 2000 ventes outre les échantillons. On utilise le Stalinon contre les furoncles et des abcès. Cela fonctionne dans un premier temps. Mais le revers de la médaille apparaîtra très vite. Le laboratoire de Saint-Mandé reçoit des appels en masse pour signaler les effets secondaires de la médication. Plus d'une centaine des patients traités au Stalinon présentaient des lésions au cerveau. Ceux qui n'en mouraient pas se retrouvaient paralysés à vie. Les investigations commencent pour conclure plus tard que le Stalinon était la seule explication de ces pathologies. Les familles des victimes s'allient pour poursuivre la pharmacie de Saint-Mandé en justice, avec Georges Feuillet dans la ligne de mire. Il est accusé d'homicide et de blessures par imprudence et d'infraction à la législation de la pharmacie. Son procès est ouvert en octobre 1957. La sentence s'élève à 1 milliard d'euros de dommages et d'intérêts pour les 102 victimes du Stalinon. Ah, le Big Pharma, toujours des histoires à raconter. Pensez-vous qu'on peut encore faire confiance en la médecine? Mais pouvons-nous nous en passer? À vos commentaires et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà les tortues, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets de vidéos qui vous plairaient. Abonnez-vous, laissez un like, partagez la vidéo et à très bientôt.